La droite pique maintenant les radicaux comme on pique des bœufs, et le cuir plébéien n'est pas si dur qu'on pourrait le croire. Deux défauts à la cuirasse, il me semble, qui sont colère et résignation, et les deux ensemble font courage, finalement courage dans la boue et le froid, sans compter même le continuel péril. Par les vertus de l'esclave, n'importe quelle guerre peut commencer et durer. Vous pouvez parler de nécessité au piocheur, il comprend tout de suite, qu'il soit terrassier ou boursier. Les vrais riches, à structure de riches, ont plus de jeu dans l'esprit, parce que la réalité les tient moins serrés. Ils ont coutume de changer beaucoup de choses par des paroles. C'est pourquoi ils gouvernent naturellement, au lieu que les autres sont gouvernés naturellement. On a vu quelquefois de grands bourgeois, c'est-à-dire nés gouvernants, venir au parti du peuple. Je citerai Waldeck, Rousseau et de Pressensé, pour ne parler que des morts. Et ce que l'on remarque en ces hommes d'État, c'est qu'ils ne croient point du tout à la nécessité éloquemment annoncée, mais plutôt ils se fient à la complication des choses et y tracent leur chemin. Comte a aperçu, et cette idée n'a pas encore été considérée comme il faudrait, que c'est la complexité d'un système qui donne prise à la liberté réelle. Le même penseur aimait à joindre pauvreté et nécessité, d'après le double sens du mot nécessaire, si naturellement éloquent. Or, la politique riche se sert de la nécessité comme d'un aiguillon. Elle n'y croit pas. Les intérêts font voir une incroyable souplesse. Ils profitent de tout, inventent continuellement. Le travail est plus borné. Ils forment à l'exécution. Je veux dire qu'il y a un état de soumission ordinaire qui est justement honoré, qui convient à l'homme, et sans lequel nous ne pourrions vivre un seul instant dans une nature qui n'a point d'égard pour nous. L'ordre politique exprime ces différences par une situation paradoxale en apparence, et bien ancienne, qui soumet les travailleurs aux oisifs, en dépit de l'inégalité des forces, qui est évidente. Aussi, quand le nombre a parlé, rien n'est dit encore. La droite n'a nullement renoncé à l'espoir de faire continuer par les radicaux sa propre politique. C'est déjà commencé. Oui, disait-il, vous prêterez de l'argent à nos alliés, comme nous avons fait, et ce sera pour payer quelques commandes d'armes au Creusot. Et vainement vous dites que le Creusot vend impartialement des armes aux ennemis comme aux alliés. Mais dites-moi, c'est en avance qui sera ennemi et qui sera allié. Vous ferez comme nous. Il n'y a qu'un chemin, il n'y a qu'un très étroit chemin. Tout est chemin dans ce monde, comme sur la mer. Toutes les alliances sont incertaines, toutes les promesses flottent. Qui se croit forcé, il l'est. Ce sentiment fait le naufrage à coup sûr. Il faudrait que l'esprit du travail, si hardi dans le détail, s'élevât jusqu'à l'ensemble, et fit la politique comme on navigue, un coup de barre après l'autre, et toujours en même temps d'après la force des choses, et d'après la volonté humaine, qui se compose aussitôt avec les forces dans n'importe quelle action. L'axiome pratique devrait être que tout ce que l'on fait par la nécessité seule est une faute. Il n'est pas vrai qu'une politique déjà commencée n'ait qu'une suite possible. Elle en a 1000, et le plus petit changement par volonté montre de nouveaux chemins. L'adversaire sait très bien ces choses, et ne décide point que le vote populaire va tout changer. L'adversaire manœuvre contre la bourrasque. La 100e partie seulement de cette ruse ferait passer un peu de justice et un peu de sagesse à travers les élégants filets de ces messieurs. Mais la vertu d'obéir, qui rend digne de commander, fait souvent aussi qu'on ne sait point commander. L'homme de cœur sera-t-il dupe des gens d'esprit? Voilà la question.